À toutes et à tous, on va pouvoir commencer. Nos amis qui sont encore en fin de pause méridienne vont venir nous rejoindre dans quelques instants, bien entendu. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clément Lessort, je suis journaliste économique et surtout très très heureux évidemment de vous retrouver, de vous accompagner pour cette rendez-vous compte, quatrième déjà édition du Forum économique breton, premier grand rendez-vous économique bien sûr pour le territoire. Merci de penser, avant que d'oublier, à mettre vos téléphones en mode silencieux pour la bonne qualité de nos échanges. Bien sûr, vous continuez de réagir avec le hashtag FEB 2023 et vous retrouvez l'ensemble de la programmation sur le site officiel fe-breton.bzh, bien entendu. Cette plénière, donc pour commencer cet après-midi qui nous rassemble, la révolution énergétique est en marche. Avec ce point d'exclamation, les ponctuations sont importantes. On aurait pu mettre un point d'interrogation. Mais le président me disait en pied de scène à l'instant qu'en Bretagne, nous aimons les points d'exclamation. Voilà, pour ce sujet impérieux, bien sûr, et plus sérieusement, qui touche chacun de nous, exception évidemment citoyens, acteurs de la vie économique et ceux de la cité, sujet qui nécessite plus que jamais, nous allons le voir, et ils vont pleinement l'incarner d'ailleurs, une approche, je dirais, multisectorielle, multidisciplinaire, transversale comme on veut, dans une époque bien sûr où les catastrophes climatiques sont devenues malheureusement une réalité quotidienne et où la dépendance aux énergies menace à la fois nos environnements et bien sûr notre sécurité géopolitique, notre souveraineté. Donc cette transformation rencontre ainsi de nombreux défis technologiques, économiques, politiques et sociaux. Et pour enrichir le débat aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'accueillir autour de cette table ronde nos trois grands témoins. Merci d'accueillir chaleureusement et avec vos applaudissements Nicolas Goldberg, Loïc Chenet-Girard et Franck Lacroix. Allez-y messieurs, installez-vous confortablement dans cet auditorium du Palais du Grand Large de Saint-Malo. Et merci d'avoir accepté notre invitation, bien sûr. Nicolas Goldberg, allez, à Jardin, je commence avec vous. Partner énergie et environnement chez Columbus Consulting. Vous accompagnez désormais les grandes entreprises énergétiques dans leurs projets, vous allez nous dire, de transformation pour faire face notamment aux mutations du marché, mais aux mutations technologiques. Vous êtes également responsable énergie du pôle Terra Nova qui est un think tank progressiste indépendant ayant pour but de produire et diffuser des solutions politiques innovantes en France et en Europe. On parlera évidemment d'Europe dans cette table ronde. À vos côtés, bien sûr, Franck Lacroix, membre du comité exécutif Engie et directeur général adjoint d'Engie en charge des activités Énergie Solutions. Vous assumerez d'ailleurs non pas cette schizophrénie, mais ces deux casquettes, parce que vous parlerez évidemment avec ces deux casquettes, côté Engie, et Loïc Chenet-Girard, président de la région Bretagne. La région Bretagne, on l'a vu, fortement impliquée, pleinement mobilisée sur ces sujets évidemment de transformation, de mutation. On l'a bien entendu dans vos propos ce matin, cependant des défis évidemment qui demeurent, notamment en ce qui concerne l'adaptation des infrastructures existantes et puis le financement de ces nouvelles technologies que nous allons évoquer ensemble. Et enfin, l'acceptation sociale de ces projets, de ces transformations énergétiques. Franck Lacroix, j'ai envie de commencer avec vous parce que vous êtes à l'initiative de cette table ronde, groupe mondial, bien sûr, de référence dans l'énergie bas carbone, 96 000 collaborateurs qui vous accompagnent au quotidien sur ces sujets. Engie, recentrage et simplification terminé, on y voit plus clair dans ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. J'entendais les derniers propos de Catherine MacGregor, la directrice générale. Vous entamez votre seconde phase d'investissement 2023-2025 avec des investissements, des enveloppes qui sont conséquentes. Pourquoi c'est important de prendre la parole dans ce moment, dans ce calendrier stratégique que vous portez chez Engie ? Moi, je suis en tous les cas en effet très heureux de tenir cette plénière autour de ce thème de la révolution énergétique, et j'aime beaucoup l'idée d'affirmer collectivement qu'elle est en marche, quitte à y mettre des points d'exclamation derrière, en effet, parce que le monde, on sait que nous partageons tous ensemble, il est aujourd'hui depuis un certain temps, et on en a pris conscience enfin, face à une crise climatique, une crise écologique qui vient de se passer, c'est-à-dire une crise supplémentaire, la crise géopolitique. Elle a bousculé beaucoup de choses dans le domaine de l'énergie. Elle a ébranlé quelque part la sécurité d'approvisionnement de chacune et de chacun d'entre nous. Elle a ébranlé la souveraineté de l'Europe. Et je pense qu'elle a aussi fait bouger la fiabilité du système énergétique. Et donc, dans ce contexte-là, pour moi, il y a deux raisons fondamentales. Bien sûr, pour le groupe Engie qui se présente devant une nouvelle période, en effet, d'investissement. Il y a deux bonnes raisons pour moi de parler ensemble de ce sujet-là. C'est que, un, il est urgent d'agir.
On a mis un temps incroyable à prendre conscience de la nécessité d'agir. Ne mettons pas collectivement trop de temps à passer à l'action. Les engagements ont été pris par tous, les acteurs publics, les acteurs privés, les entreprises ont tous dessiné des trajectoires de décarbonation. Il faut attaquer maintenant, rapidement, et agir de manière la plus industrielle possible. Ça, c'est mon premier point. Puis la deuxième raison pour laquelle je me réjouis de partager ça, c'est on a la conviction, en tout cas chez Engie, et beaucoup la partagent, je le sais, que cette transformation du système énergétique ne peut se faire que dans la co-construction. Les acteurs publics ont en charge la planification et elles doivent se faire accompagner par les acteurs énergétiques, les acteurs économiques, je veux dire, de ce vaste monde énergétique qui, elles, sont là pour conseiller, apporter des solutions, donner des garanties, financer, accompagner l'ensemble des parties prenantes. L'urgence d'agir, on l'a bien compris, le passage à l'acte et la co-construction notamment que vous incarnez sur cette scène aujourd'hui. Loïc Chénier-Girard, il y a une forme de, pas de désaveu, mais quand même en tout cas d'aveu. On a mis du temps à réagir quand un grand opérateur le reconnaît. Vous partagez ce constat aussi? On a mis trop longtemps à réagir et aujourd'hui on est au pied du mur, on subit. Nous sommes effectivement en retard. Nous avons lancé en Bretagne le plan EMR en 2009. Nous allons avoir le premier champ éolien qui va tourner dans quelques semaines au large de Saint-Brieuc. C'est quand même pas rien, 14 ans, 3 présidents de la République, 8 ou 9 gouvernements, pour aboutir à ce premier champ. Maintenant, ça ne sert à rien de regarder en arrière et de pleurer en disant ça va pas, ça va pas. Il faut regarder devant. Et devant, c'est des chantiers considérables, passionnants, enthousiasmants, profondément industriels, qui nous permettent de conquérir une souveraineté énergétique décarbonée au large de nos côtes. La Bretagne est une presqu'île. La Bretagne a la chance d'avoir des côtes importantes. La Bretagne a une responsabilité d'avoir refusé le nucléaire il y a plus de 40 ans. Nous devons donc embrasser ces énergies renouvelables avec enthousiasme. Et la responsabilité qui est la mienne, c'est de participer à ma place à faire en sorte de faciliter le développement et l'essor de ces technologies, de cette industrie qui va irriguer la Bretagne et l'Europe dans les années qui viennent. Nicolas Goldberg, cette lenteur procédurale, on le comprend bien dans les mots du président à l'instant, 14 ans pour voir exister ce projet. Quel enseignement il faut en tirer des politiques publiques, notamment sur ces sujets-là, et notamment de ce qui se décide à Paris, sans faire le girondin de base, si je puis dire, ou anti-jacobinisme? Si on évalue les politiques publiques, il y a les lenteurs, il y a une question de volonté politique également. On aurait pu se fixer des objectifs plus ambitieux sur les renouvelables, les faire démarrer plus vite. On pourrait encore le faire à l'avenir. On est en train de concevoir une loi de programmation énergie et climat qui devrait arriver à l'Assemblée en automne. On ne peut pas se permettre d'avoir des objectifs renouvelables peu ambitieux. L'année dernière, la France fait 1,5 gigawatts sur l'éolien terrestre, 2,5 gigawatts sur le solaire. On a commencé aussi sur l'éolien offshore, ça a été dit. On ne peut pas se permettre de faire moins vite. On a des pays, alors on cite tout le temps l'Allemagne quand on dit la croissance des énergies renouvelables. Il faut voir aussi ailleurs ce qui se passe ailleurs en Europe. Un pays comme la Pologne, pas vraiment réputé pour son appétence écologique, déploie 5 gigawatts de solaire l'an dernier. Donc deux fois plus que nous. Pourquoi ils le font? Oui, c'est bon pour le climat. C'est aussi bon pour la sécurité d'approvisionnement électrique. Parce que sur le solaire, l'éolien, c'est quand même plus simple à déployer. On a un effet d'échelle qui est colossal. Dans le monde, en Europe, on pourrait citer plein de pays. Donc il faut saisir cette opportunité-là pour la compétitivité de nos entreprises. Demain, on dit il faut électrifier, il faut réindustrialiser. Bon, moi je suis pour ça, et je pense qu'une partie de la décarbonation, ça passera aussi par rendre visible une production qui jusqu'ici a été invisible parce qu'on a délocalisé les usines et parce qu'aujourd'hui on utilise 2/3 d'énergie fossile en France, pays où on a le nucléaire, mais c'est quand même 2/3 d'énergie fossile qu'on utilise en France. Bon, ces énergies-là, elles sont importées. Donc si on veut sécuriser les approvisionnements, redevenir maître de notre destin, il faut relocaliser cette production d'énergie, donc avoir une production sur place et profiter de ces effets d'échelle pour maîtriser le prix. Si on électrifie... sujets d'acceptabilité juste derrière quand même, pour venir. Si on fait du local, il faudra des sujets d'acceptabilité derrière. Donc il faudra lever ces sujets-là aussi. Oui, mais l'acceptabilité, c'est quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord pour que votre facture fasse x2 d'une année sur l'autre? Ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable pour l'industrie, c'est pas acceptable pour les ménages. Et ça, on l'a subi l'an dernier. L'an dernier, on a eu une crise des énergies fossiles. C'est pas une crise des énergies renouvelables qu'on a eu, à la limite parce qu'on n'en a pas eu assez. Mais on a aussi eu un parc nucléaire qui produisait moins, qui produisera pas beaucoup plus d'ici 2035. Je vous projette même à 15 ans. Le nucléaire, catastrophe l'an dernier, mais même si on regarde Horizon 2030-35, EDF nous dit bon,
on sera autour de 350 TWh, c'est-à-dire moins qu'en 2015, au passage, à un moment où on électrifie et où on réindustrialise. Donc comment vous faites boucler cette trajectoire? Vous n'avez pas le choix. Il vous faut massivement des énergies renouvelables. On a des trajectoires ambitieuses sur l'éolien offshore, et je m'en félicite. Maintenant, effectivement, les premiers parcs ont mis un peu de temps à sortir, mais parce qu'il fallait construire les usines, les chaînes logistiques. Là, on va essayer de passer à une planification par façade. Enfin, on a un objectif très ambitieux pour 2035. Ça va impliquer des raccordements, des chantiers et autres. Mais il faut qu'on accélère aussi sur les autres énergies, le solaire, l'éolien terrestre en premier lieu. Sinon, oui, il y aura un problème d'acceptabilité sur vos factures, surtout, et sur le lien social qu'on entretient, parce que l'énergie, c'est un bien de première nécessité, donc on ne peut pas se permettre qu'il atteigne des plafonds inatteignables pour certains. Et pour l'industrie, enfin, aujourd'hui, l'industrie, si vous regardez la chimie, les médicaments, la production d'acier dont on aura besoin pour la transition énergétique, une grande partie des coûts fixes, c'est l'énergie. Donc si on ne déploie pas d'énergie renouvelable, on n'aura pas ces usines. Bon, dimension sociale, on sait évidemment ce que ça peut produire. Franck Lacroix, on a commencé à parler évidemment d'investissement. Seconde phase d'investissement pour Engie, c'est d'abord une vision aussi. J'aimerais que vous nous partagiez cette vision à échéance 2030 et 2050. Pourquoi avoir retenu ces deux échéances-là? Puis nous expliquer justement comment est-ce que vous voyez la suite, là, ces engagements-là, portés notamment par Catherine Bergregor que j'évoquais tout à l'heure. Mais en fait, on est tous embarqués dans une transition, la transition énergétique. Pour faire une transition efficace, il faut quand même savoir où est-ce qu'on veut aller, quoi. C'est quoi les caractéristiques de la cible vers laquelle on se dirige. Et donc, première remarque simple, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est un objectif fondamental, on le sait tous, un enjeu européen, français. L'Union européenne a donc fixé, rappelez-vous, pour 2030, son objectif Fit for 55. Le rythme actuel européen, c'est une réduction de 1% en moyenne. Voilà la vitesse avec laquelle on arrive. À l'échelle européenne, pour atteindre les objectifs européens, il faut qu'on soit à moins 4% par an. Bon. Donc ça, déjà, c'est l'ambiance générale. Et donc la question, c'est finalement la cible, comment on la détermine? Ce que l'on pense, c'est que, bien sûr, il y a l'objectif de l'ambition climat européenne qu'il faut atteindre, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il faut aussi que cette transformation du système énergétique permette d'atteindre une énergie abordable. Donc c'est la question des coûts pour la collectivité portée pour la transformation de ce système-là. Et deuxièmement, la sécurité du système. Il faut à tout prix qu'à terme, on puisse avoir une énergie qui réponde à l'exigence des consommateurs, quel que soit leur profil. Donc c'est un peu sur cette base qu'avec Engie, on a mobilisé un peu tous nos experts pour essayer de dessiner à horizon 30 et 50 ce que l'on voit pour la France et pour l'Europe. Et ce que l'on se dit, c'est que on a besoin de tous les leviers existants et en développement pour y arriver. C'est impensable d'avoir une vision dogmatique pour atteindre ces trois sujets. Et donc, alors, les leviers, concrètement, les leviers. Alors concrètement, les leviers, pour moi, il y en a 4. Le premier, c'est sur la partie des systèmes, c'est-à-dire la production. On pense qu'il faut à tout prix savoir combiner, équilibrer à la fois l'électron et la molécule, le gaz et l'électricité. Et si on prend le gaz, notre vision à nous, à horizon 2050, c'est qu'on aura 2 fois moins de gaz dans le système énergétique, mais que ce gaz sera décarboné. Donc c'est un enjeu absolument considérable. C'est la biomasse, c'est le biométhane. Pour nous, le biométhane va être multiplié par à peu près 4,6 par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui. Et puis ça va être notre capacité à valoriser tous les atouts des molécules de synthèse, et on y reviendra. Sur le vecteur électrique, les énergies renouvelables issues du solaire et de l'éolien, pour nous, vont jouer, comme vous le disiez tout de suite, un rôle absolument considérable, x3 en 2035 et x6 en 2050, je parle de l'Europe. Ce qui fait qu'à l'échelle de l'Europe, l'ensemble pour l'électricité, l'ensemble des énergies renouvelables, que ce soit les deux dont je viens de parler, mais aussi l'hydroélectricité, l'hydrogène renouvelable, le biométhane et la biomasse, vont à peu près, dans notre vision cible, dès 2035, représenter 78% des électrons, 90% en 2050. Et si on prend la France avec sa singularité, c'est 50% des électrons issus des énergies renouvelables et 60 en 2035 et 64% en 2050. Ça, c'est sur la production. Deuxièmement, si on se dirige vers ce système va avoir besoin de plus d'outils de flexibilité, parce que ça sera un système plus électrique
Et donc l'équilibre entre la demande et la production est un sujet extrêmement important. Et donc on pense qu'il va falloir rajouter à peu près 600 gigawatts de centrales de flexibilité avec des batteries ou avec des cycles combinés ou des choses comme ça qui permettent de fonctionner avec des énergies renouvelables. Ça, c'est sur la partie production. Et je voudrais vraiment insister sur l'autre volet de la transformation du système énergétique qui est du côté des utilisateurs, j'ai envie de dire. L'usage. L'usage des collectivités, des villes, des bâtiments, des industriels. Avec deux enjeux fondamentaux. Un, baisser les consommations, l'intensité énergétique, on va dire, de leurs besoins en matière de services énergétiques. Et ce que l'on pense, c'est que d'ici 2050, il faut qu'on soit capable d'avoir baissé de 34% cette fameuse intensité énergétique. 34%. Et le deuxième volet qui doit se passer dans les villes, dans les territoires, chez les industriels, dans les bâtiments, c'est la question de valoriser les énergies renouvelables du territoire. L'idée est assez simple. Elle consiste à dire qu'avant d'aller se connecter au grand réseau pour rattraper tout ce qu'on aura fait de très compliqué, qu'on transporte, qu'on distribue, etc., essayons d'être plus intelligents ensemble sur le territoire. Récupérer l'énergie du sol, récupérer l'énergie de la biomasse qui entoure la ville, connecter le site industriel qui a une énergie gratuite disponible au réseau de chaleur, etc. Cette partie, cette double partie, elle est absolument fondamentale et c'est notre approche chez Engie d'avoir une vision intégrée, transformer le système, mais accompagner les consommateurs pour qu'ils deviennent acteurs de ce nouveau système. Bon, transformer, accompagner, Nicolas Goldberg, je voudrais bien que vous posiez votre regard, votre avis justement d'expert sur ces scénarios, ce scénario Engie à horizon 2030-2050, pragmatique ou vœu pieux côté Engie? Ce scénario, il s'appuie quand même sur des chiffres qu'on retrouve dans d'autres scénarios. Dans les scénarios de RTE, si on parle de la France, dans les scénarios de l'IEA, si on parle du net zéro à l'échelle mondiale. En revanche, quand je regarde le scénario d'Engie et quand je regarde tous les autres scénarios, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire. Parce que sur les renouvelables, on a parlé beaucoup d'électricité solaire, éolien offshore. Bon, il y a du travail à faire. Derrière, il va falloir adapter les réseaux électriques. Mais quand on parle du mix énergétique, il ne faut pas oublier l'autre partie du mix, c'est-à-dire celui qui est hors électricité. Et là, on a énormément de travail à faire. On ne pourra pas faire un mix énergétique tout électrique. Donc à partir de ce moment-là, il faut d'autres vecteurs. Les autres vecteurs, ça peut être quoi? La biomasse. C'est des déchets, ça peut être aussi du bois. Attention, il y a des concurrences entre filières. C'est les gaz verts. On en aura besoin. Et là, il y a un vrai besoin sur les gaz verts d'arriver à passer à l'échelle, mais en ne considérant pas que la valorisation énergétique. Quand vous mettez un biométhaniseur agricole, et il y en a beaucoup en Bretagne, qui est une région historiquement très agricole, en fait, pour l'agriculteur, quand vous discutez avec lui, bon, l'énergie, c'est son revenu, mais lui, il va surtout chercher le digestat pour se rendre indépendant des filières d'intrants industriels. Donc, c'est un projet énergétique, mais c'est un projet de territoire, et il y a un enjeu de transition agroécologique là-dedans. Donc, on ne peut pas juste dire on va remplacer une technologie par une autre. Il y a la question de l'usage. Les gaz verts, on n'en aura pas non plus à l'infini. Il y aura une question des gisements. Donc c'est pour ça que moi je me retrouve bien dans le discours qui dit on va quand même devoir diviser par deux la quantité de gaz qu'on consomme. Donc, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en électrifie une partie? Est-ce qu'on met des réseaux? Est-ce qu'on raccorde au réseau de chaleur, sachant que les réseaux de chaleur, il n'y en a pas partout, mais là où il y en a, on peut faire des choses intelligentes. Comment est-ce qu'on fait une transition au niveau de l'industrie? Parce que le gaz, c'est aussi consommé comme matière dans l'industrie pharmaceutique ou dans l'agroalimentaire. Donc, je me retrouve bien dans ce discours. Je vois l'ampleur du défi et puis il y a la question des usages. Et là, sur la question des usages, on a énormément de mal à faire émerger ce débat, à faire émerger la question de sobriété. Bon, c'est arrivé cet hiver parce qu'on était en pleine période de catastrophe. Je regrette juste que le président ait dit on va mettre en place un plan de sobriété et de rationnement, comme si les deux, de sobriété et délestage, pardon, comme si les deux c'était la même chose. La sobriété, si on prend la définition du GIEC, c'est diminuer la pression sur les écosystèmes tout en garantissant l'accès aux services
pour tous. Mais ça, c'est une équation impossible. Organiser les services, les rendre plus performants et réduire la pression sur les écosystèmes. Je vais prendre une image simple qui a été prise ce matin par Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, qu'on pourra difficilement accuser d'être décroissant. Mais vous mettez en place un système de RER dans un centre urbain. Du coup, les gens prennent moins leur voiture, ils transforment leur usage. Il y a des personnes qui n'avaient pas accès à la mobilité parce qu'elles n'avaient pas accès à un véhicule individuel qui peuvent se déplacer. Mécaniquement, vous diminuez la pression sur les écosystèmes parce que vous consommez moins une fois que le RER est construit. On pourrait prendre l'exemple du tramway qui est un peu moins consommateur de ressources. Donc vous augmentez l'accès aux services pour certaines personnes, vous revoyez l'usage d'autres, donc vous préservez l'accès aux services de mobilité et pourtant vous diminuez la pression sur les écosystèmes. Et ça, c'est une sobriété structurelle en réalité. Et il y a plein d'exemples qu'on peut avoir comme ça. Quand vous maintenez des services publics de qualité à proximité de là où habitent les personnes, mais du coup vous diminuez leurs besoins en mobilité et vous augmentez leur accès aux services et donc vous diminuez la pression sur les écosystèmes. Et c'est ça une vraie politique de sobriété. C'est pas seulement ce 19 degrés chez soi, encore que 19 degrés chez soi, ça relève de la loi, hein. C'est pas une loi qu'on a pris cet hiver, c'est le code de l'énergie. Ça fait économiser beaucoup d'énergie et ça permet aussi de revoir le niveau d'énergie dont on a besoin. Mais c'est pas que ça, ce n'est pas que des petits gestes, c'est aussi une organisation des territoires, de la société qui permet de préserver les services pour tous. Donc ça veut dire un niveau de prix acceptable, mais en diminuant la pression sur l'énergie, mais aussi sur l'usage des sols et la consommation d'eau. On parle maintenant d'entreprises régénératives, c'est pas seulement le CO2. On reviendra dans un instant évidemment avec le président sur les actions qui sont mises en place pour soutenir et continuer de soutenir, de renforcer évidemment l'énergie marine renouvelable. Je voudrais juste qu'on ait un mot, Franck Lacroix, sur alors ça a été évoqué à l'instant par Nicolas, les bois, énergie, biocarburants, biogaz. Quelle sera la place de la biomasse dans la transition énergétique et est-ce qu'on va pouvoir réutiliser justement les infrastructures existantes? Parce qu'il y a le sujet du financement, bien sûr, on l'a évoqué au début de cette table ronde. Oui. Donc il y a deux volets hein, sur l'utilisation de la biomasse pour faire de l'électricité. Enfin, pardon, il y en a trois en vérité. Mais donc, les plus importants, c'est de produire du gaz renouvelable. Et donc là, on injecte le gaz sur les réseaux existants. Il n'y a pas beaucoup de difficultés en vérité. Donc ça, c'est vertueux justement, puisque ça permet de valoriser les infrastructures existantes. Et puis pour moi, il y a un deuxième levier fondamental sur lequel il faut régler en effet la priorité d'usage de la biomasse solide, en particulier forestière, dont je crois c'est ce qui a l'air de sortir des orientations du ministre sur ce sujet-là, c'est l'usage pour la chaleur. La biomasse forestière est une ressource extraordinairement efficace pour cet usage et c'est ce qui est en train de se développer. Ça me donne l'occasion de parler du développement des réseaux de chaleur. On en parlait tout à l'heure, il n'y en a pas assez. En France, il y en a, je crois, 900 réseaux de chaleur. Quand on fait le bilan de l'efficacité de ce dispositif, on se dit qu'en France, on peut atteindre à horizon 2030, non pas 900, mais 2400 réseaux de chaleur. Donc il n'y en a pas assez. On peut développer les réseaux existants, mais on peut aussi en créer dans bien des endroits. Et ces réseaux de chaleur doivent s'appuyer sur l'énergie locale. Donc la biomasse est un très bel exemple, et c'est ce qu'on fait dans beaucoup d'endroits déjà dans cette région. Mais l'intérêt de ces infrastructures, c'est de les combiner avec d'autres sources énergétiques. Autrement dit, la biomasse est un élément qui alimente une infrastructure collective, mais elle doit se combiner avec d'autres pour, à la fin, faire une infrastructure collective redoutablement efficace, à la fois en taux d'énergie renouvelable, mais aussi en fiabilité et en stabilité des coûts. Bon, la région, alors je le disais, président, est pionnière en termes d'énergie marine renouvelable. Quelles actions aujourd'hui, quel engagement vous renforcez, vous accélérez sur ces sujets-là très concrètement? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques illustrations pour être tout à fait pédagogique? Écoutez, sur les EMR, depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons effectivement lancé deux grands domaines d'action. Un premier qui concerne la planification en mer. Faire en sorte que tous les acteurs bretons se retrouvent autour de la table. C'est la conférence régionale mer et littoral pour définir ce que nous pouvons faire ensemble en mer. Pour ne pas dire aux marins-pêcheurs, pousse-toi de là, je vais y mettre, ou pas dire aux militaires, c'est plus difficile, pousse-toi un peu, on va mettre des énergies marines renouvelables. Ça, c'est un actif important que nous devons entretenir avec tous les acteurs, depuis les associations environnementales jusqu'aux usagers de la mer, en passant par les politiques et les énergéticiens, pour échanger. Deux, structurer la filière. Structurer la filière, les infrastructures qui ont été lancées il y a de nombreuses années maintenant sur Brest pour accueillir des industriels.
plus de 200 millions d'euros de travaux sur le port de Brest pour générer un polder et des quais lourds permettant l'accueil d'industriels. C'était visionnaire à l'époque, c'était un courage important que d'engager la région à 200 millions d'euros de travaux alors que la filière n'existait pas encore. C'est un acte important qui va porter ses fruits dans les années qui viennent, même si les nouvelles technos du flottant nécessiteront certainement de renforcer encore les quais. C'est un vaste sujet que nous sommes en train de traiter. Et puis structurer l'écosystème. Et donc nous avons une bannière commune, Bretagne Ocean Power, qui nous permet de mettre tous les acteurs ensemble, depuis la formation, l'orientation, jusqu'à l'accompagnement des clusters qui s'organisent sur les territoires pour répondre aux appels d'offres avec des solutions locales. Parce que quand un industriel s'implante, il cherche bien entendu à drainer autour de lui des solutions avec les grands spécialistes mondiaux du secteur, mais aussi avec des solutions locales sur différents thèmes que vous maîtrisez les uns les autres. Mais la Bretagne, ce n'est pas que la mer, c'est aussi la terre, et effectivement le sujet de l'agriculture oblige à se poser la question des énergies en général. Et là aussi, il faut qu'on soit clair, et nous en avons parlé avec Agnès Pannier-Runacher la semaine dernière, il faut que les régions prennent leur part en étant très honnêtes sur ce que nous sommes capables d'assumer dans nos territoires, sur les sujets de méthanisation, ou sur les sujets du photovoltaïque, de l'agrivoltaïsme, comme l'on dit, de manière là aussi à avoir un cap clair. Et ne pas nous retrouver dans des choix qui pourraient nous conduire dans quelques années à avoir des regrets, notamment sur notre souveraineté alimentaire. Donc moi, je crois à la mobilisation de la biomasse, je crois à la capacité de développer des énergies partout, y compris sur toutes nos toitures ou toutes nos surfaces. On en parlait avec Dominique Schelcher tout à l'heure sur les parkings des Super U. Tout cela va se faire, tout cela va se développer. Mais la première des choses, c'est effectivement d'isoler nos bâtiments, d'éviter de consommer l'énergie là où elle peut être évitée. Et là, c'est un sport de combat partout, en permanence. Quand nous mettons un animateur dans un lycée pour économiser l'eau et économiser l'électricité, ou l'énergie en général, on a des baisses automatiques de 10, 12, 15%. On dit à l'animateur, bon bah t'as fini ton boulot, ah c'est très bien, tu pars dans le lycée d'à côté. Ça remonte automatiquement. Ça remonte automatiquement. Ça montre qu'il faut une pédagogie permanente, il faut ancrer les réflexes dans l'esprit de tout le monde. Alors le prix de la facture va faire que certains vont changer leur habitude de vie, mais nous avons globalement encore beaucoup de travail à mener par rapport à ça. Et dernier point, et j'aurai terminé, les transports en commun. L'objectif de la région Bretagne, c'est de faire en sorte qu'on puisse se passer de la deuxième voiture. Je ne suis pas dans le mythe de « il n'y aura plus de voitures ». La Bretagne, vu la place de la maison individuelle et les 200 000 logements qui sont maisons qui sont disséminés dans les campagnes, ne pourra pas se passer de la voiture individuelle. Et la place de l'agroalimentaire d'ailleurs et des usines disséminées en Bretagne, c'est la même chose. Mais si on arrive à éviter une voiture sur deux, on fait un gain en énergie, on fait un gain en qualité de vie dans nos villes et on redonne du pouvoir d'achat aux familles qui pourront notamment se nourrir correctement. Voilà des beaux combats à mener, tout se tient, tout ça est d'une complexité incroyable, mais si encore une fois on a un cap clair tous ensemble, tous les acteurs, avec une gouvernance partagée, chacun à sa place, depuis les privés jusqu'aux politiques, si on est capable d'entraîner tout le monde avec un peu d'enthousiasme, alors on peut faire bouger les choses de manière profonde, et la Bretagne, elle en a vraiment envie. Merci Président Franck Lacroix. On a parlé évidemment de la dimension européenne, vous avez ce regard-là aussi avec une interconnexion des systèmes, 15 pays sont concernés sous le regard d'Engie. Comment concrètement, et pour justement reconnecter avec le territoire, et notamment le territoire de la Bretagne, comment est-ce que vous allez accompagner les territoires et notamment les régions dans ces mutations, ces transformations ? On a deux manières très simples et concrètes, je dirais, d'être présent sur les territoires et d'accompagner les décideurs à ce niveau-là. La première des choses, c'est déjà avec des projets de production d'électricité ou de gaz renouvelable qui se réalisent sur votre territoire, Monsieur le Président, mais qui alimentent le système national et interconnecté. Donc ça, c'est la première réponse. Bien sûr, on est déjà très présent ici en Bretagne. On a la chance d'avoir 15 parcs déjà éoliens, un parc photovoltaïque. Et notre objectif, c'est de multiplier par 4, par 3, on va dire plutôt, notre capacité installée en 2030. Peut-être 4, on verra. Mais l'objectif, pour l'instant, c'est 3. Et puis, on est bien sûr, ça c'est la partie électrique, on est aussi présent sur les gaz renouvelables. On a 9 unités de méthanisation qui sont en service avec notre entité qui s'appelle Engie Biose. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, je repars du côté des usages. Ça me paraît fondamental. Et vous avez rappelé après le bon sens, qui consiste à dire, avant de mettre de l'énergie renouvelable, commençons par optimiser les usages. Alors c'est ce que l'on fait avec une offre qui pour nous est une offre absolument clé, qu'on appelle les contrats de performance énergétique, qui n'est pas seulement développé par Engie, mais l'ensemble de la profession,
qui consiste à être capable d'imaginer une solution à l'échelle d'un bâtiment, disons-le tout simplement, pour dire vous consommiez 100, on va regarder ce qu'on peut modifier et on va s'engager à ce que vous consommiez que 80, 70, ça dépendra des situations. C'est les contrats de performance énergétique, c'est fondamental, vous l'avez très bien illustré, hein, quand quelqu'un s'en occupe, ça baisse, quand quelqu'un s'en va, ça remonte. Donc, notre objectif, c'est, au-delà de la gestion quotidienne, c'est d'inventer des solutions techniques sur les infrastructures énergétiques, parfois aussi sur les bâtiments, pour isoler et faire un ensemble dans lequel on s'engage. C'est ce qu'on a fait par exemple sur le site d'Océanopolis à Brest pour les accompagner dans leur démarche de transition et de rénovation énergétique. Et on a pris toute une série de mesures, remplacer les centrales de production de froid, installer des bornes de recharge électrique au passage pour les véhicules. Et avec tout ça, mine de rien, on a au minimum déjà dans un premier temps baissé de 10% les consommations électriques et gaz. Et en plus, on a fait en sorte de donner, avec un contrat d'approvisionnement direct, une partie de l'électricité sur la base d'un parc éolien d'Engie qui est à Fangeau et qui donc alimente maintenant à 50% ce site. Ça, c'est sur l'économie d'énergie. Et puis le deuxième volet que l'on peut faire, c'est sur le verdissement des usages, c'est-à-dire de la chaleur, du froid ou de la vapeur chez les industriels, encore une fois, en nous appuyant sur les ressources locales. On a un très bon exemple ici sur ce territoire, qui est ce que nous faisons avec notre partenaire Stellantis pour les accompagner dans la décarbonation de leur site de Rennes-la-Genêt, qui est un site absolument historique, qui était là depuis 1961, si j'ai bien compris, et qui vise une neutralité carbone en 2038, c'est-à-dire très bientôt. On investit nous-mêmes, Engie, un réseau de chaleur sur leur site de 3 km. On installe une grande chaufferie biomasse de 8 MW qui va produire 30 gigawatts de chaleur donc décarbonée et qui va leur permettre de réduire d'à peu près 30% les consommations de gaz. Voilà, c'est des éléments très concrets, factuels, sur lesquels on est à la manœuvre sur le territoire. Bon, quelques illustrations pour ce territoire de Bretagne. Nicolas Goldberg, est-ce que les entreprises, parce qu'on a évidemment un opérateur reconnu, dans la place, installé évidemment, avec la capacité d'investissement suffisante, on l'a bien noté au début de cette table ronde, on a le courage, ça a été évoqué, la volonté évidemment politique incarnée par le président. Est-ce que les entreprises, de manière générale, on a ce qu'il faut sur le territoire? Est-ce qu'on a les champions pour porter l'innovation dans cette révolution énergétique avec ce point d'exclamation? Quelle part elles vont prendre dans ces défis? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les entreprises ont bien compris leur intérêt là-dedans. Moi, j'ai été un petit peu interloqué d'entendre Patrick Martin ce matin nous dire oui, les énergies fossiles, bon, il y a des climatologues qui disent qu'il faut s'en débarrasser, mais il y a des nouvelles technologies. Non, enfin, les entreprises ont bien compris qu'il faut se débarrasser des énergies fossiles parce que les entreprises industrielles ont bien vu leurs factures augmenter, elles ont bien vu qu'elles n'étaient pas maîtres de leur destin, et puis forcément par effet ricochet, les entreprises de services ont bien vu qu'il y avait un problème, quand il y a un problème sur l'industrie, les services trinquent, et que cette vision de société post-industrielle, sans énergie, sans usine, elle est complètement obsolète. Donc les entreprises, en tout cas, ont bien compris leur intérêt là-dedans. Est-ce qu'elles sont capables, là, demain, le 7 septembre 2023, de se passer des énergies fossiles complètement? La réponse est bien évidemment non. Mais c'est bien pour ça qu'on a une feuille de route de décarbonation et qu'on a des jalons extrêmement ambitieux à tenir. On a parlé de l'Europe tout à l'heure. C'est bien l'Europe qui a fixé les objectifs du paquet Fit for 55, qui est un paquet... Ça va être très dur de tenir ces objectifs, mais si on ne se fixe pas des objectifs ambitieux sur le climat, on n'y arrivera jamais. Ou alors on y arrivera trop tard et on aura un monde à réchauffer à 3 ou 4 degrés. Et là, je peux vous dire que la totalité des business représentés dans cette salle seront impactés et pas dans le bon sens. Donc en tout cas, il y a l'intérêt des entreprises, ça c'est sûr. Il faut se passer des énergies fossiles, il faut revoir les usages, revoir les modes de production, rendre visible la production, ça c'est sûr. Après, on sort quand même d'une période de 10 ans de désindustrialisation, donc il va falloir faire revenir des compétences, il va falloir retrouver le goût du long terme. Aujourd'hui, on peut parler du marché européen de l'électricité, c'est un marché qui ne voit qu'à 3 ans, donc qui répond à des signaux qui sont complètement conjoncturels, sans donner de vision à long terme, sans garantir l'investissement. Donc l'État n'est pas là que pour fixer des objectifs, il est là aussi pour fixer un cap et une garantie.
Il n'y a personne aujourd'hui qui investit dans un moyen de production sans avoir une certaine visibilité sur son investissement. Et ça, ce n'est pas le marché européen de l'électricité ou du gaz, d'ailleurs, qui vous le donne. Ces marchés sont très bien pour équilibrer à court terme, pour répondre à des crises. Ils ne sont pas faits pour investir à long terme. L'investissement à long terme, c'est le cap d'entreprise. C'est le cap industriel fixé par l'État. Les entreprises, on en a beaucoup qui ont monté leur école de métier. Parce que là, en plus, on est dans une période de chômage faible, donc on embauche plus de jeunes en se disant qu'on va les former dans cette période. Il faudra peut-être se poser la question de si on a suffisamment de bras dans toutes les filières et revoir notre rapport à l'immigration quelque part là-dedans, mais je ferme la parenthèse. Il va falloir reconstruire ces compétences. Donc, les entreprises sont prêtes aujourd'hui? Non. Est-ce qu'elles vont devoir l'être demain? Oui, au risque de disparaître et de surtout s'exposer à des risques qui ne seront plus assurables. On l'a vu aussi, on l'a vu ce matin. Donc, et pour ça, ça nécessite un cap politique fixe et ambitieux, des écoles de métier, des compétences à aller chercher, et surtout arrêter de se dire qu'on pourra faire comme d'habitude. Ça ne marche plus. Ça nous envoie dans le mur, et on l'a bien vu avec les crises qu'on a rencontrées récemment. Il ne va pas falloir attendre une formule magique, il va falloir s'y mettre. Donc oui, la révolution énergétique en marche, point d'exclamation, parce qu'on n'a pas le choix. Et pour rebondir sur ce que vous aviez demandé à propos des financements, moi j'ai un petit chiffre, 100 milliards d'euros. Mais 100 milliards d'euros, ce n'est pas les financements, c'est ce qu'on a dépensé l'année dernière en bouclier tarifaire. Donc est-ce que la transition énergétique, elle va coûter cher? En tout cas, on est sûr que ne pas la faire, ça va nous coûter très cher aux finances publiques, mais également à la cohésion de notre tissu social et à nos industries qui représentent quand même 15% de notre PIB aujourd'hui. On aimerait bien que ce soit plus et pas moins demain. Bon, on l'a bien compris, le message est clair. Stabiliser le cadre de financement également sur ces investissements importants. On l'a évoqué aussi avec Franck Lacroix. Je me permets de rouvrir la parenthèse sur la question des compétences. Président, on va manquer de bras et de cerveaux disponibles pour cette révolution énergétique. On manque déjà de monde. On n'a pas ce qu'il faut, on est une classe creuse là. On manque déjà de monde. En Bretagne, nous sommes dans quasi plein emploi. Il nous reste 30 000 personnes éloignées durablement de l'emploi. Donc il y a un travail pour accompagner ces personnes. Puis il faut continuer à accueillir des gens. On est ravis d'accueillir du monde en Bretagne. Il faut gérer tous les équilibres que cela peut déséquilibrer, justement. Donc il faut faire attention. Mais la Bretagne, effectivement, a cette chance. Nous avons donc à réfléchir à l'orientation, la formation des jeunes, ça a été dit, l'adaptation de nos formations. Mais l'adaptation de nos formations en répondant au bon rythme à l'attente des entreprises. Les formations que nous avions ouvertes en 2010-2012 sur l'entretien du parc en mer, j'espère que les jeunes gens n'ont pas attendu 10 ans avec leur diplôme pour qu'ils puissent prendre un emploi. Ils sont partis faire autre chose. Donc là, il faut gérer ces équations-là, mais on est capable de le faire. Et puis ensuite, il faut que toutes les forces d'accompagnement du monde économique s'organisent pour accompagner les entreprises pour qu'elles décarbonent leur process industriel, qu'elles s'affranchissent du fossile. Et là, je vois que Nicolas Dufourcq est au premier rang, BPI avec France 2030, les régions qui ont une compétence économique, on est capable d'organiser des diagnostics, accompagner les entreprises dans leurs diagnostics, notamment pour les PME ou les ETI qui en auraient besoin, et puis les accompagner dans des investissements nécessaires pour survivre. Parce que le sujet, c'est effectivement la capacité pour nos entreprises de survivre. Si on ne le fait pas pour la planète et pour rester dans des températures soutenables, si on ne le fait pas pour répondre aux marchés financiers qui vont très vite faire des sélections d'investissement en fonction du taux de carbonisation, il faut le faire pour juste survivre dans le monde de demain. Parce qu'une entreprise qui n'aura pas fait ses choix, elle va disparaître face à d'autres qui seront plus efficientes. Et là, il faut, encore une fois, un engagement profond, massif, en réglant précisément tous les systèmes. Et quoi de mieux que l'industrie pour cela? L'industrie, c'est de rendre performant un système. C'est ça l'objectif. Mettre le moins de matière possible, économiser les hommes et les femmes, économiser de fait l'eau, l'énergie. Si on optimise bien dans une industrie, on consomme le strict minimum. C'est cela qu'il faut faire. Et au regard des longues années où nous avons eu un coût d'énergie qui était trop bas, effectivement, on ne s'est pas préoccupé de cela. C'est vraiment le moment maintenant, et on pourra y ajouter le sujet de la flotte, mais c'est un autre thème. Bon, alors je reviens justement sur ma question, Nicolas, merci Président, sur la question de l'innovation. Est-ce qu'elle est suffisamment portée aujourd'hui? Alors les grands acteurs, on l'a dit, ils sont là, ils prennent la parole. Est-ce qu'on a les startups, tout l'écosystème aujourd'hui pour booster un peu cette innovation? On a besoin d'innovation dans ce pays, et particulièrement en Bretagne, on l'a bien compris. On va forcément avoir besoin d'innovation, puisqu'on a beaucoup de technologies qui existent, et déjà il faut miser dessus. Ne pas se dire qu'il y a une technologie miracle demain qui va apparaître et qui sera tout de suite à l'échelle pour tout décarboner. Ça, c'est complètement illusoire. Donc, on a des technologies qui existent déjà, qui sont mûres
Et vous savez, dans l'industrie, il faut surtout un effet d'échelle pour avoir un bon prix. Donc forcément, vous avez un effet d'échelle sur des technologies qui ont été déjà éprouvées. Donc c'est le cas pour l'éolien, pour le solaire. À une époque, ça a été le cas pour le nucléaire. À une époque, si le nucléaire était pas cher, c'est que tout le monde en faisait et qu'on le faisait à la chaîne. Là, on fait d'autres technologies à la chaîne. Donc c'est sur ça qu'il faut miser. Après, on aura forcément besoin d'innovation technologique. Là, on a un objectif qui est très ambitieux quand même pour 2030. 55% d'émissions de CO2 en moins d'ici 7 ans. Bon, il ne va pas falloir attendre une innovation technologique pour ça. C'est pour ça qu'il faut bien tirer dans tous les sens. Après, la décarbonation ne s'arrête pas en 2030. Donc là, on pourra avoir des technologies au-delà de 2030-2035 pour atteindre cette neutralité carbone en 2050. Mais l'innovation ne doit pas nous faire oublier les enjeux court terme. Il y a une grande partie des enjeux qui se jouent là à 7 ans. C'est maintenant qu'il faut inverser la courbe des émissions de CO2 si on veut rester en dessous de 2 degrés, voire 1,5. Donc on ne peut pas attendre 2035 qu'une technologie soit mûre pour commencer à la déployer. Donc oui, à l'innovation, et on a des startups, on a le fonds France 2030 qui a abondé certaines startups. On aura besoin d'innovation dans l'industrie, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'électrification des fours industriels. Les industriels, ils vous disent, oui, moi j'ai un four, là, j'aimerais bien l'électrifier, mais bon, est-ce que la technologie est prête? Est-ce que j'aurai un bon prix? Est-ce que j'aurai la normalisation de mes pièces qui va me permettre de vendre ça à l'industrie aérospatiale, aéronautique, où les normes dictent quand même le marché. Bon, donc on aura évidemment besoin d'innovation, et il faut bien savoir que la décarbonation ne s'arrêtera pas en 2035, mais elle commence quand même maintenant, et elle doit commencer sérieusement maintenant si on veut être au rendez-vous de 2030. Et si on n'y est pas, il ne sera pas trop tard pour louper l'objectif suivant, mais chaque demi-degré compte, donc autant s'y mettre maintenant et miser sur les technologies qu'on connaît, surtout pour tenir un objectif qui est à 7 ans. Bon, Loïc Chéné-Girard, on a les entreprises qu'il faut en Bretagne, on a les pépites, on a les startups qu'il faut en Bretagne pour porter cette révolution énergétique. Nous avons des entreprises qui se développent en Bretagne, notamment dans le cadre des EMR. Nous avons des entreprises sur notre continent qui se développent, et si je devais citer OK Wind ou Entech qui sont dans la production solaire avec les trackers que vous voyez dans nos champs, ou le stockage d'énergie, ils sont là, et les réseaux intelligents. Demain, je compte beaucoup sur Switch Energy qui est en train de se développer peu à peu avec l'osmose. C'est des sujets passionnants pour produire de l'énergie renouvelable. Ce sont des paris industriels qui sont en train d'être remplis avec des marchés, du vrai chiffre d'affaires. Et c'est ô combien important. Et puis, encore une fois, il faut systématiser le déploiement de certains systèmes. Il y a 5 ans, 7 ans, on avait développé des systèmes de récupérateurs d'énergie dans les salles de traite. La Bretagne produit beaucoup de lait. Bon, on ne l'a pas fait dans une salle de traite, on l'a fait dans 8000 salles de traite. On a réussi à effacer, et ça se voit sur la consommation énergétique de la Bretagne, la traite du matin et la traite du soir. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est comme ça aussi qu'on sécurise nos réseaux, c'est comme ça qu'on récupère, encore une fois, des énergies fatales qui étaient perdues, et qu'on est capable d'innover de manière répartie sur l'ensemble du territoire. Donc les entreprises sont là, elles continuent de se développer, mais j'insiste, c'est l'ensemble du système industriel qui doit intégrer cela dans ses équations, développer les entreprises qui produisent de l'énergie ou qui stockent de l'énergie ou qui travaillent sur l'intelligence des réseaux, c'est indispensable, mais faire en sorte que nos entreprises en place, les anciennes industries qui doivent se renouveler et les industries qui sont en train de se déployer intègrent ces nouvelles technos ou ces process industriels pour être le plus sobre possible, c'est tout aussi indispensable. Bon, Franck Lacroix, peut-être pour terminer, il nous reste quelques minutes, mais c'est important que vous nous disiez, donner quelques exemples. On essaie d'être hyper pragmatique pour nos amis sur quelques innovations sur lesquelles vous travaillez pour accompagner ces mutations des entreprises, les désintoxiquer de ces énergies fossiles, et puis les accompagner évidemment dans le management, en tout cas de la fourniture de ces énergies dont elles ont besoin, énergie verte évidemment. En fait, j'ai presque envie de dire que la première innovation sur laquelle on s'attaque aujourd'hui, c'est notre capacité d'industrialiser nos propres solutions. Mine de rien, c'est une innovation dans un groupe comme le nôtre, où on est habitué à faire un peu du sur-mesure, un peu de partout. Et là, compte tenu de la vitesse d'exécution qui est nécessaire pour accompagner nos clients, ce que l'on souhaite faire à l'échelle de notre groupe, on a la chance d'être un groupe international, c'est d'identifier les meilleures solutions, les meilleures pratiques, d'en faire un standard et de le déployer. Ça, chez nous, c'est une vraie innovation.
Bon, et donc, par exemple, déployer des solutions biomasse de manière rapide, déployer le recours à la géothermie de manière optimisée et rapide avec des partenaires industriels, ça c'est un vrai sujet. Il y en a des foules d'autres, les pompes à chaleur, les solutions, par exemple, pour les villes qui ont la chance d'être en bord de mer, où on peut utiliser l'énergie de la mer, la thalassothermie, ça marche très très bien. Il faut qu'on arrête de la réinventer et on le déploie. Ça, c'est mon premier axe d'innovation. Et puis après, il y a un truc qui est majeur pour nous, c'est que partout, à l'échelle du système national, international, mais aussi à l'échelle d'un territoire, d'une ville, on voit bien que les systèmes énergétiques vont s'interconnecter. Et donc, on aura beaucoup de sources d'approvisionnement énergétique complémentaires et différentes, et des profils d'usage également très différents. Pour faire fonctionner ça de manière optimum, il faut qu'on développe ce qu'on appelle l'EMS, Energy Management System, des solutions intelligentes qui, à tout moment, vont pouvoir nous dire quelle configuration il faut faire pour atteindre le triple objectif qui est le coût optimisé, qui est la décarbonation et qui est la fiabilité, la disponibilité de l'énergie. Et donc, on a des programmes de recherche là-dessus considérables. Un troisième élément d'innovation sur lequel on travaille beaucoup, ce qui est le retour à l'intelligence artificielle, notamment sur toute la question de la performance énergétique des bâtiments, parce que là, l'idée, c'est d'exploiter des millions, des milliards de données pour être beaucoup plus efficace dans nos solutions d'optimisation de la demande, de la flexibilité et des choses comme ça. Et puis enfin, peut-être le dernier axe que j'ai envie de citer en matière d'innovation, c'est ce que l'on cherche à faire sur la mobilité. Le groupe Engie a décidé d'investir beaucoup sur la décarbonation de la mobilité avec un panel de solutions très large. Bon, il y a la mobilité électrique et on déploie beaucoup de points de charge, mais il y a aussi l'hydrogène renouvelable et puis il y a aussi toutes les recherches que l'on fait aujourd'hui sur le thème des molécules de synthèse, e-méthane, e-kérosène et des choses comme ça. On a 2 gros projets très intéressants qu'on vient de lancer. Un en partenariat avec CMA-CGM, qui vise à partir de biomasse solide, CSR et des choses comme ça, à fabriquer des molécules de synthèse qui vont être utilisées par les bateaux pour décarboner leur énergie motrice. Et puis on a un deuxième projet, celui-là il s'appelle Salamandre, et puis on a un deuxième projet qui s'appelle France Kérosène, OEAUZEN, qui a vocation là à développer des molécules de synthèse pour le transport aérien, avec des recours à des technologies qui sont encore en train d'être développées seulement à ce stade. Donc voilà l'essentiel de nos axes d'innovation. Voilà pour ces illustrations portées notamment par Engie dans cette table ronde. Franck Lacroix, Nicolas Goldberg, Loïc Chéné-Gérard, on peut les applaudir tous les 3 pour ces illustrations et cette révolution énergétique en marche. La volonté politique, bien sûr, l'opérateur et l'expert. 3 regards pour cette thématique sur cette révolution énergétique. Le programme de la FEB continue, bien sûr, ça se passe sur le site officiel fe-breton.bzh. Vous continuez de réagir avec le hashtag FEB 2023. Excellente après-midi, à bientôt.